Je m'appelle Cora. J'ai 38 ans. Et si vous regardiez ma vie de l'extérieur, vous penseriez probablement que je suis la définition même du calme. Je travaille comme bibliothécaire de référence maintenant, passant mes journées entourée de l'odeur réconfortante de la poussière, des vieilles reliures et des murmures feutrés. Mais avant de trouver mon sanctuaire parmi les étagères, j'ai passé plusieurs longues et épuisantes années à travailler comme commis aux archives, juste à l'intérieur des lourds murs de pierre de notre palais de justice de comté. Ce travail, bien qu'épuisant, vous apprend beaucoup sur la nature humaine. Il vous apprend que la personne la plus bruyante et la plus agressive dans la pièce est généralement celle qui cache le plus grand mensonge. Plus important encore, il vous apprend que le papier tamponné, certifié, indéniable, l'emporte toujours, absolument toujours, sur une performance théâtrale. J'ai fait profil bas pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, principalement parce que j'ai dû apprendre très tôt à survivre à ma propre famille. Vous voyez, dans la maison Henderson, il y avait une hiérarchie sociale très stricte et tacite, et tout le monde était censé connaître sa place. Au sommet absolu de cette pyramide se trouvait ma sœur aînée, Morgane. Elle a 42 ans maintenant, magnifique de cette manière très coûteuse et exigeante qui nécessite des visites hebdomadaires au salon et une garde-robe qui coûte plus cher que ma voiture. Morgane a passé toute sa vie à maîtriser l'art obscur de la manipulation émotionnelle. En grandissant, Morgane était ce que les psychologues et les frères et sœurs épuisés appellent l'enfant prodige. Mes parents, Wallace et Sylvia, ne l'aimaient pas seulement. Ils adoraient pratiquement le sol sur lequel elle marchait. Elle était leur principal investissement, leur fierté et leur joie, leur ticket d'or pour se sentir important et supérieur dans notre petite ville pleine de commérages. Leur favoritisme n'était pas subtil. Si Morgane crachait la berline familiale parce qu'elle envoyait des SMS en conduisant, notre mère Sylvia se précipitait pour la réconforter, lui caresser les cheveux et déclarer bruyamment que les freins de la voiture devaient être dangereusement défectueux. Si Morgane échouait à un examen d'entrée à l'université, notre père Wallace fonçait dans le bureau de l'école, menaçait l'administration d'une poursuite et exigeait que le test soit annulé parce que la pièce était soi-disant trop froide pour qu'elle puisse se concentrer. Mais si moi, Cora, je ramenais à la maison une note inférieure à la perfection, on me faisait asseoir à la table de la cuisine et on me donnait une dure leçon d'1 heure sur le gaspillage des ressources durement gagnées de la famille. Je suis rapidement devenue l'ombre de la maison. J'étais l'enfant qui apprenait à naviguer aux confins de la pièce, gardant la bouche fermement fermée parce que parler n'invitait jamais que des ennuis, des reproches ou des railleries. Mes parents me disaient toujours que je devais faire des sacrifices pour le bien de la famille, ce que j'ai finalement réalisé n'était que leur code pour donner à Morgane tout ce qu'elle voulait à tout moment. Si Morgane décidait qu'elle voulait ma chambre parce qu'elle avait de plus grandes fenêtres et un meilleur soleil le matin, j'étais immédiatement déplacée dans le couloir, dans la chambre exiguë et courante d'air près du bruyant chauffe-eau sans une seconde réflexion. Si Morgane avait besoin d'un afflux soudain d'argent pour un week-end de luxe avec ses sœurs de sororité, mon modeste compte d'épargne universitaire était discrètement vidé pour financer son style de vie. J'ai cessé de me plaindre de l'injustice de tout cela à l'âge de 16 ans. J'ai réalisé avec un cœur lourd que discuter avec des gens qui sont absolument déterminés à vous mal comprendre n'est qu'une perte de votre propre souffle. Alors, j'ai construit ma propre vie, séparée et silencieuse, pendant que Morgane continuait à tirer les ficelles des comptes bancaires et des émotions de nos parents. Wallace et Sylvia vivaient entièrement pour son approbation. Ils le font encore aujourd'hui. Ils considèrent la vanité de Morgane, ses sacs de créateurs et ses voitures flashy comme un reflet direct de leur propre succès en tant que parents. Inversement, ils considèrent mon indépendance tranquille, mon modeste appartement et ma carrière modeste comme une insulte personnelle à leur héritage. Pendant des années, je les ai simplement laissés avoir leur dynamique tordue. Je vivais dans mon propre espace, faisais mon travail avec diligence et restais loin de la table du dîner familial où Morgane se vantait sans fin de son style de vie luxueux pendant que ses parents hochaient la tête comme s'ils écoutaient de la royauté en visite. Je pensais vraiment qu'en gardant mes distances et en ne demandant rien, je pouvais maintenir ma paix. Mais la chose terrifiante avec les gens comme Morgane, c'est qu'ils ne sont jamais vraiment satisfaits d'avoir simplement plus que vous. Ils ont besoin de s'assurer jusqu'au plus profond d'eux-mêmes que vous n'avez absolument plus rien.
Ils considèrent votre simple existence comme une compétition qu'ils doivent gagner à tout prix, même si cela signifie vous détruire dans le processus. Mon temps au palais de justice est devenu mon terrain d'entraînement. Alors que ma famille comptait sur les disputes bruyantes, le chantage émotionnel et le déni de réalité pour obtenir ce qu'elle voulait, j'étais occupé à apprendre le pouvoir silencieux et indéniable du système juridique. J'ai appris à lire un rôle d'audience, à repérer une signature frauduleuse et à comprendre la chaîne de titres complexe d'un bien immobilier. J'ai vu des personnes arrogantes se présenter devant le banc, pensant que leur richesse ou leurs larmes les sauveraient, pour être entièrement démantelées par une seule pièce de preuve correctement déposée. Je ne le savais pas alors, mais chaque jour que je passais à classer des documents et à écouter les juges rendre des décisions me préparait à la bataille ultime. Je pensais avoir échappé au cirque de la famille Henderson, mais je me reposais simplement dans l'œil du cyclone. Le véritable ouragan arrivait, et il allait exiger chaque once de connaissances que j'avais accumulées pour y survivre. La seule personne de toute ma lignée qui m'ait jamais vraiment regardé et ait vu un être humain vivant et respirant était ma grand-mère, Evelyn. Elle vivait dans une magnifique vieille maison d'artisan de 4 chambres située juste au bord tranquille et verdoyant de la ville. C'était le genre de maison magnifique et robuste que les constructeurs modernes ne font plus. Complète avec une vaste véranda enveloppante, des planchers de bois franc épais et grinçants, et un immense jardin arrière qui sentait toujours magnifiquement la lavande en fleurs, le chèvrefeuille doux et la terre humide et riche. Pour mes parents et Morgane, cependant, cette belle maison n'était pas une maison remplie de souvenirs. C'était simplement un élément lucratif sur un futur bilan. Il parlait ouvertement de sa valeur marchande montante lors des rôtis du dimanche, discutant des acheteurs potentiels et des tendances immobilières. Pendant que ma grand-mère était encore en vie et assise là, à la tête de la table à manger, Morgane avait l'habitude de se promener dans les couloirs, passant négligemment ses doigts manucurés sur les boiseries antiques, faisant des commentaires passifs-agressifs sur le fait que l'agencement était désespérément dépassé. Elle suggérait bruyamment qu'un promoteur agressif et moderne pourrait facilement démolir toute la structure et construire 3 maisons de ville de luxe stériles sur le double terrain, maximisant la marge bénéficiaire. Ma grand-mère s'asseyait simplement dans son fauteuil préféré, sirotant sa tisane de camomille, ses yeux bleus vifs et intelligents passant du visage avide de Morgane au mien, ne disant absolument rien. Elle n'était trompée par aucun d'entre eux, pas même une seule seconde. Grand-mère Evelyn savait exactement qui étaient ses enfants et sa petite-fille aînée, et elle refusait de jouer leur jeu. Lorsque grand-mère Evelyn est tombée gravement malade il y a environ 3 ans, la dynamique familiale est devenue d'une prévisibilité écœurante. Sa santé a commencé à décliner lentement, souffrant du genre de maladie chronique et débilitante qui nécessite des soins quotidiens constants, peu glamour et épuisants. Morgane est passée à la maison exactement 2 fois au cours de ces 3 années. Les 2 fois, elle s'est assurée d'amener un ami photographe professionnel pour prendre des photos très éditées et doucement éclairées d'elle tenant la main fragile de grand-mère. Morgane a immédiatement publié ses photos en ligne avec de longues légendes dramatiques et déchirantes sur l'immense chagrin de voir un membre bien-aimé de la famille s'éteindre, récoltant des centaines de commentaires sympathiques. Mais la seconde même où le flash de l'appareil photo s'éteignait, Morgane était partie, vérifiant sa montre coûteuse et prétendant avoir une réunion d'affaires urgente ou un vol de dernière minute à prendre. Mes parents n'étaient pas beaucoup mieux dans le domaine des soins. Mon père, Wallace, rendait visite peut-être 1 fois par mois, arpentant le salon, seulement pour se plaindre amèrement du coût croissant de ses médicaments spécialisés et des soins infirmiers à domicile. Ma mère, Sylvia, passait toute sa visite à parcourir lentement les pièces, évaluant les meubles anciens, les services à thé en argent et les tapis vintage, se demandant à voix haute quelle pièce spécifique s'intégrerait le mieux dans son propre salon moderne. J'étais la seule à avoir réellement fait mes bagages et à avoir emménagé dans la petite chambre d'amis du bas. Pendant 2 années solides et épuisantes, j'ai géré son emploi du temps complexe de prescription, lui ai préparé des repas mous quand elle perdait l'appétit. Les baignets quand elle devenait beaucoup trop faible pour se tenir debout, et j'ai tenu sa main mince pendant les longues nuits sombres et terrifiantes où la douleur devenait extrêmement forte. Je n'ai fait rien de tout cela pour un héritage, et je ne l'ai certainement pas fait pour des éloges. Je l'ai fait parce qu'elle était la seule personne de toute ma vie qui m'ait jamais aimé sans rien demander en retour.
Pendant ces après-midi calmes et paisibles, assis ensemble sur le porche, enveloppés dans des couvertures épaisses, grand-mère Evelyne me parlait de sa longue vie. Elle me racontait l'histoire de la maison, comment mon grand-père avait construit le patio arrière de ses propres mains. Elle me dit aussi avec un sérieux profond dans la voix que le papier est la seule chose qui conserve sa vraie valeur lorsque les personnes avides perdent inévitablement la tête. 2 mois avant sa mort, elle a insisté pour que son vieil avocat de famille de confiance vienne à la maison. Je suis restée dans la cuisine à faire du café pendant qu'il parlait en privé derrière les portes closes du bureau. Je ne connaissais pas les détails à l'époque, mais grand-mère Evelyne finalisait tranquillement ses affaires légales. Elle savait exactement ce qui se passerait lorsque son cœur cesserait enfin de battre. Elle savait que Wallace, Sylvia et Morgan se précipiteraient sur son domaine comme des vautours affamés. Elle est décédée très paisiblement un mardi matin tranquille, me tenant fermement la main. Ses derniers mots sans voix étaient un chuchotement désespéré, me disant qu'elle avait pris soin de la maison et me suppliant de ne jamais les laisser me pousser hors de la porte. La terre était à peine installée sur la tombe de grand-mère Evelyne. Le service funéraire s'étant terminé quelques jours auparavant avant que la clause familiale ne soit officiellement révélée. Nous étions tous assis dans le bureau étouffant l'embrissée de son avocat de longue date pour la lecture formelle du testament. J'avais amené mon propre avocat, une femme merveilleuse et brillamment terrax en grave nommée Diana, qui s'est assise calmement à mes côtés avec son bloc-notes juridique prêt. De l'autre côté de la grande table de conférence en acajou, était assise Morgane. Elle portait une magnifique robe de créateur noir taillée qui semblait beaucoup plus appropriée pour un événement de tapis rouge hollywoodien que pour un triste rassemblement familial de deuil. Elle était flanquée comme de la royauté par nos parents et un avocat slick et incroyablement cher nommé Harrison. Harrison portait un costume qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Et il avait ce sourire permanent et condescendant plaqué sur son visage qui vous donnait instantanément l'impression d'avoir besoin de vous laver les mains avec du savon fort après lui avoir parlé. Lorsque le vieil avocat s'est éclairci la gorge et a lu formellement la clause spécifique, déclarant que grand-mère Evelyne m'avait légué la maison d'artisan, le terrain environnant et tout son contenu intérieur uniquement et exclusivement. La pièce a littéralement éclaté. Morgane n'a pas seulement pleuré. Elle a fait une crise de colère théâtrale à part entière, terrifiante et bruyante. Elle s'est levée brusquement, claquant son lourd sac à main de créateur sur la table en acajou poli avec un grand bruit, criant à plein poumon que ce serait un faux complet. Elle a hurlé que notre grand-mère n'était clairement pas dans son bon sens à la fin. Et elle a pointé un doigt manucuré tremblant directement sur mon visage, m'accusant d'avoir malicieusement fait un lavage de cerveau à une vieille femme malade et vulnérable, tout en gardant délibérément le reste de la famille aimante loin de son chevet. Mon père, Wallace, s'est penché agressivement sur la table, son visage prenant une teinte dangereuse de rouge de colère furieuse. Il m'a pointé du doigt et a exigé que je fasse immédiatement ce qu'il fallait pour la famille. Il a déclaré bruyamment que Morgane était l'enfant aîné, qu'elle avait déjà des plans de développement lucratifs élaborés pour cette propriété spécifique. Et qu'il était intrinsèquement égoïste et avide de ma part de garder une immense maison de 4 chambres entièrement pour moi alors que j'étais célibataire et n'avais pas d'enfant à qui la transmettre. Ma mère, Sylvia, a enfoui son visage dans ses mains et a pleuré doucement dans un mouchoir, me regardant à travers ses larmes comme si j'avais personnellement cambriolé sa maison et volé son fonds de retraite. Elle a sangloté que j'étais une fille froide, calculatrice et sans cœur qui avait cruellement profité d'une femme mourante. Aucun d'entre eux ne se souciait une seule seconde de ce que grand-mère Evelyne voulait réellement. Ils ne se souciaient que de l'argent que le terrain représentait. Au cours des 3 semaines suivantes, la guerre psychologique qu'ils m'ont livrée a été absolument intense. J'ai reçu des dizaines d'appels téléphoniques furieux et de messages textes venimeux chaque jour. Mon père a laissé des messages vocaux me traitant de voleuse et de honte. Ma mère a envoyé de longs paragraphes culpabilisants me suppliant de ne pas ruiner notre nom de famille et de donner à Morgane ce qu'elle méritait. Morgane elle-même a envoyé des courriels dérangés tard le soir menaçant de faire de ma vie un enfer, promettant de me ruiner au tribunal si je ne signais pas immédiatement un acte de renonciation volontaire lui cédant toute la propriété. Lorsque le harcèlement est devenu trop important et que j'ai finalement bloqué tous leurs numéros de téléphone, ils ont intensifié leur tactique. Ils ont envoyé Harrison directement sur mon lieu de travail.
Il m'a accosté devant la bibliothèque publique alors que je quittais mon service, brandissant sa montre coûteuse et m'offrant la maigre somme de $20 000 pour que je renonce à tous mes droits légaux. Il s'est penché près de moi, sa voix dégoulinante de fausse sympathie, sous-entendant fortement que si je refusais son offre généreuse, il traînerait ma réputation dans la boue, assignerait mon employeur et me lierait à des litiges sans fin et coûteux jusqu'à ce que je sois complètement sans le sou. Je n'ai pas bronché. J'ai regardé Harrison droit dans ses yeux suffisants et je lui ai dit de déposer les documents qu'il voulait, mais de quitter la propriété de la bibliothèque avant que j'appelle la police pour intrusion. Le même après-midi, ils ont officiellement lancé la poursuite devant le tribunal des successions du comté. Leur requête affirmait agressivement que grand-mère Evelyn n'avait pas la capacité testamentaire d'exécuter un testament valide et que j'avais exercé une influence indue sur son esprit affaibli. Ils pensaient sincèrement que je craquerais. Ils pensaient que parce que j'avais passé 38 ans à être l'ombre tranquille, complaisante et invisible de la famille, je m'effondrerais simplement sous la pression terrifiante d'un avocat cher et de la désapprobation écrasante de mes parents. Mais ils m'ont gravement sous-estimé. Ils ne se sont pas rendus compte que la fille qui avait passé 2 années angoissantes à regarder sa grand-mère bien-aimée mourir avait finalement trouvé une colonne vertébrale d'acier absolu. J'ai appelé Diana depuis le parking et je lui ai dit de se préparer à une guerre totale. Nous avons déposé notre réponse officielle le lendemain et la date officielle de l'audience a été fixée à un vendredi matin. Ils voulaient un combat brutal et ils croyaient fermement qu'ils allaient me passer dessus comme un rouleau compresseur, comme ils l'avaient toujours fait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait réellement arriver. Il était près de 22 heures un jeudi soir, la veille de notre audience très attendue devant le tribunal des successions. Devant la fenêtre de mon petit appartement, une tempête d'automne massive et violente avait envahi la ville, et la pluie glaciale s'abattait absolument contre les vitres. Le vent hurlait dans les ruelles étroites, faisant grincer et gémir tout le vieil immeuble en briques en signe de protestation. Je n'ai pas dormi un clin d'œil. Mon estomac était noué de nœuds serrés et douloureux, non pas parce que j'avais peur de la vérité objective ou des faits juridiques de mon dossier. J'étais anxieuse parce que je savais exactement à quel point ma famille pouvait devenir laide, théâtrale et absolument impitoyable dans un tribunal public. Je me suis assise seule à ma petite table de cuisine, enroulant mes mains froides autour d'une tasse fumante de thé à la menthe poivrée, fixant d'un air absent l'écran lumineux de mon ordinateur portable. Grâce à mes nombreuses années de travail en tant que commis aux archives dans ce même palais de justice où nous devions comparaître demain, j'avais toujours des identifiants de connexion actifs et valides pour le vaste portail d'archives publiques du comté. C'était une habitude profondément enracinée chez moi de toujours vérifier les choses par moi-même, de regarder directement les données brutes et les documents officiels tamponnés au lieu de toujours me fier aux résumés polis fournis par la partie adverse. Sur un coup de tête soudain et inexplicable, peut-être poussé par un étrange et lourd sentiment intuitif qui s'installait profondément dans ma poitrine, j'ai ouvert le portail. J'ai tapé le numéro d'identification de propriété spécifique de la maison d'artisan de grand-mère Evelyn. En naviguant dans l'interface de base de données du comté, maladroite et obsolète. Je m'attendais à ne voir rien de plus que le drapeau de litige en attente standard que nous avions attaché à la propriété il y a des semaines. Au lieu de cela, mon souffle s'est violemment coupé dans ma gorge. Mon cœur a fait un grand et douloureux battement contre mes côtes, et pendant une seconde terrifiante, j'ai complètement oublié comment respirer. Là, sur l'écran éclairé, explicitement téléchargé dans le système numérique à exactement 11h16 ce matin même, se trouvait un acte nouvellement enregistré. C'était un transfert de propriété formel. Selon le registre numérique irréfutable qui me regardait, la maison d'artisan avait été officiellement transférée du domaine d'Evelyn Henderson et directement au nom de Morgan Henderson. Le document joint indiquait que la contrepartie financière était de $10, une fiction juridique standard courante utilisée pour les transferts de propriétés interfamiliaux, et il portait en évidence un nouveau tampon numérique du bureau du registraire du comté. J'ai fixé l'écran avec une incrédulité absolue, mes yeux brûlant de la dure lumière bleue. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai accidentellement renversé ma tasse, répandant une flaque de thé chaud sur la table en bois. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient trouvé un moyen incroyablement audacieux de contourner l'intégralité du processus de succession en attente.
Alors que Diana et moi nous préparions diligemment pour une audience équitable devant un juge afin de déterminer légalement qui avait le droit légitime à la maison, Morgan avait agi complètement derrière le dos de tout le monde et enregistré un acte qui avait effectivement dépouillé entièrement l'actif massif du domaine. Si cet acte enregistré restait incontesté dans le système, même pendant quelques jours, elle pourrait légalement vendre la maison à un tiers ou contracter un prêt en espèces massif et irrécouvrable avant que le juge n'ouvre même officiellement notre dossier. C'était une manœuvre brillante, absolument désespérée et complètement illégale. Alors que j'examinais le document scanné, zoomant sur les signatures, j'ai immédiatement remarqué le nom du notaire public qui avait officiellement tamponné et vérifié le document. C'était une femme nommée Beverly Vance. Je ne reconnaissais pas le nom de mon époque au palais de justice, mais ma vieille formation de commis a immédiatement repris le dessus. J'ai rapidement ouvert une deuxième fenêtre de navigateur et j'ai affiché la base de données officielle des commissions de notaires de l'État. Mes doigts ont volé sur le clavier alors que je tapais son numéro d'enregistrement unique. Une autre onde de choc massive m'a frappé, me glaçant le sang d'un frisson qui n'avait rien à voir avec la tempête dehors. La commission officielle de notaires de Beverly Vance avait été formellement suspendue il y a 3 mois en raison d'une enquête pour fraude active en cours dans un comté voisin. L'acte officiel que Morgan avait fièrement déposé quelques heures auparavant avait été notarié par un fonctionnaire suspendu. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai immédiatement appelé Diana, la réveillant d'un sommeil profond. Sa voix est passée de rauque et endormie à acérée en moins de 5 secondes. Elle m'a dit sans équivoque qu'une impression Internet ne nous servirait à rien au tribunal. Nous avions besoin de la copie certifiée physique avec un sceau de comté en relief dès le matin. Je devais me rendre au bureau du registraire à la seconde même où les portes s'ouvraient, sinon nous perdrions la guerre avant même que la première bataille ne commence. L'alarme stridente de mon téléphone s'est déclenchée à exactement 5h30 le vendredi matin, mais j'étais déjà grandement éveillée. Je n'avais pas dormi une seule minute. J'étais entièrement vêtue d'un lourd trench-coat gris foncé, assise sur le bord de mon lit, serrant dans mes mains un dossier juridique en carton standard vide. Dehors, la terrible tempête ne s'était pas arrêtée. Au contraire, le temps s'était considérablement aggravé pendant la nuit. Le ciel matinal était d'une teinte violet foncé lourde, meurtrie et suffocante. Et les rues de la ville étaient complètement inondées, transformant les trottoirs en miroirs gris chatoyants qui reflétaient la lueur froide et impitoyable des lampadaires. Le vent hurlait si violemment qu'il a instantanément cassé les baleines métalliques de mon parapluie à la seconde même où je suis sortie de l'auvent protecteur de mon immeuble. Je n'ai même pas pris la peine d'essayer de le réparer. J'ai jeté le parapluie cassé à la poubelle et j'ai laissé la pluie glaciale tremper complètement mes cheveux et mon manteau alors que je courais à travers le parking inondé jusqu'à ma vieille voiture. Le chauffage de la voiture a mis 10 minutes misérables à se mettre en marche, et mes mains nues étaient complètement engourdies alors que je serrais le volant gelé, naviguant aveuglément à travers les rideaux d'eau aveuglant vers le bâtiment de l'administration du comté en centre-ville. Je suis arrivé aux grandes marches imposantes en pierre du bureau du greffier à exactement 7h45, 15 bonnes minutes avant que les lourdes portes vitrées ne s'ouvrent officiellement au public. Je me suis tenu dehors sous le porte-à-faux en béton, frissonnant violemment, mon trench-coat absorbant tellement d'eau qu'il est devenu assez lourd pour me tirer douloureusement les épaules. L'eau glaciale dégoulinait sans relâche de mes manches, et mes cheveux étaient plaqués inconfortablement à l'arrière de mon cou. Lorsque le gardien de sécurité à l'air fatigué a finalement déverrouillé les portes d'entrée à 8h pile, je n'ai pas attendu les politesses. Je l'ai dépassé en courant, mes chaussures mouillées grinçant bruyamment sur le sol en marbre poli, et je me suis dirigé directement vers le comptoir principal d'enregistrement. La greffière principale derrière le bureau a levé les yeux, visiblement surprise par la femme trempée et frissonnante qui se tenait intensément devant elle. Je lui ai rapidement donné le numéro d'identification de propriété spécifique, le numéro d'enregistrement exact de la veille, et j'ai claqué ma carte de crédit sur le comptoir. Je lui ai dit, ma voix tremblant légèrement de froid, que j'avais désespérément besoin d'une copie certifiée de l'acte qui avait été enregistré le matin précédent, et que je voulais qu'il soit imprimé immédiatement. Je suis restée là, anxieuse, à regarder ses doigts voler habilement sur le clavier.
J'ai entendu le lourd ronronnement mécanique satisfaisant de l'imprimante industrielle située derrière son bureau alors qu'elle crachait l'épaisse feuille de papier. Puis vint le son le plus important de la matinée, le claquement distinctif et lourd de la presse à main métallique alors qu'elle appliquait avec force le sceau en relief du comté au coin inférieur droit de la page. Ce sceau en relief signifiait tout. Elle m'a remis le document incroyablement précieux soigneusement rangé dans une pochette en plastique transparente et étanche. J'ai soigneusement placé la pochette dans mon dossier en carton, tenant l'ensemble fermement contre ma poitrine comme un bouclier physique. Alors que je sortais du bâtiment administratif et que je commençais la course désespérée à travers la place ouverte et non abritée vers le bâtiment principal du palais de justice voisin, la pluie incessante a trempé les bords non protégés de mon dossier. Je pouvais voir les taches sombres et laides se répandre rapidement sur le carton bon marché, déformant le matériau. Mes chaussures étaient complètement gorgées d'eau, faisant un bruit de pâteau à chaque pas que je faisais, et mes vêtements étaient désagréablement humides jusqu'à la peau, me glaçant les os. Mais je ne me suis pas arrêtée aux toilettes pour me sécher ou essayer de réparer mes cheveux abîmés. J'ai vérifié l'heure numérique sur mon téléphone, 8h45. L'audience de succession devait commencer à 9h précise dans la salle d'audience 3B. Je sentais l'adrénaline pure couler rapidement dans mes veines, offrant un contraste chaud et vif avec l'eau de pluie glaciale qui me coulait dans le dos. Je suis montée dans l'ascenseur bondé et j'ai appuyé sur le bouton du 3e étage. Mon esprit était entièrement concentré sur le papier humide serré dans mes mains. Je savais exactement ce que Morgane avait fait, et je savais précisément comment elle pensait que cette matinée allait se passer. Elle croyait fermement qu'elle allait entrer dans cette pièce, flanquée de son avocat cher et remporter une victoire totale pendant que je resterais assise là, impuissante et dépassée. Elle n'avait absolument aucune idée que je tenais actuellement la seule pièce de preuve certifiée et indéniable qui détruirait définitivement son illusion parfaite. L'air dans le couloir du 3e étage du palais de justice était incroyablement chaud et sec, sentant légèrement le café bon marché des distributeurs automatiques, la lourde cire pour plancher et l'odeur distincte de moisi du vieux papier juridique. Un huissier en uniforme se tenait stoïquement près des lourdes portes en bois de la salle d'audience 3B, vérifiant diligemment les noms sur un presse-papier à mesure que les gens entraient. Avant même que j'atteigne la porte, j'ai entendu la voix de ma sœur. J'ai entendu ce rire bruyant, musical et très théâtral qu'elle utilisait toujours en public et qu'elle voulait que chaque personne à proximité sache qu'elle était complètement détendue et entièrement maîtresse de la situation. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ignoré l'eau glacée qui dégoulinait de mon manteau sur le linoléum, j'ai franchi les doubles portes et je suis entrée dans la salle d'audience. Morgane était déjà confortablement installée à la table du demandeur à l'avant de la pièce. Elle était absolument impeccable, apprêtée de la tête aux pieds dans un magnifique manteau de laine beige sur mesure qui coûtait probablement des milliers. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, complètement intacts par la tempête extérieure, et ses chevilles étaient élégamment croisées sous la table comme si elle attendait simplement une charmante réservation de brunch dans un hôtel 5 étoiles plutôt que d'attendre de voler l'héritage de notre grand-mère. Son avocat, Harrison, était assis juste à côté d'elle avec un ordinateur portable argenté élégant ouvert et un bloc-notes juridique jaune fraise aligné parfaitement carrément avec le bord en bois de la table. Directement derrière eux, assis fièrement au tout premier rang de la galerie publique, se trouvaient mes parents. Mon père, Wallace, portait son blazer en tweed coûteux préféré. Son visage portait cette expression arrogante profondément familière qu'il portait toujours chaque fois qu'il pensait que j'étais enfin à court d'options et que j'allais être remise à ma place. Ma mère, Sylvia, était confortablement appuyée contre le banc en bois, les bras fermement croisés sur la poitrine. Lorsque je suis entrée, elle a regardé directement par-dessus mon épaule, fixant le mur du fond comme si je n'étais qu'un désagrément déplaisant, comme si j'avais négligemment traîné de la boue sale sur le sol impeccable de sa vie parfaite. Au moment où j'ai descendu l'allée centrale, trempée, une petite flaque se formant autour de mes chaussures qui crissaient. Chaque fois que je m'arrêtais, les yeux perçants de Morgane se posaient directement sur moi. Elle a souri. C'était un petit sourire rapide, très privé, incroyablement méchant, puis elle s'est penchée vers Harrison, lui murmurant quelque chose derrière la main qui l'a fait rire doucement.
Mon père a également laissé échapper un petit rire sourd et grondant depuis la galerie, le genre de bruit dédaigneux spécifiquement destiné à être entendu par moi, mais assez silencieux pour ne pas être cité par quelqu'un d'autre dans la pièce. Il pensait sincèrement que mon apparence échevelée était un signe visible de défaite totale. Il pensait que j'avais l'air pathétique, brisé et désespéré parce que j'étais trempé par la tempête. Je ne leur ai pas dit un seul mot. Je ne me suis pas annoncé. Je n'ai pas fait de scène, et j'ai complètement ignoré les regards moqueurs de mes parents. Je suis passé directement devant leur côté de la pièce jusqu'à la table des défendeurs où Diana m'attendait déjà calmement. Diana m'a fait un signe de tête ferme et rassurant, ses yeux perçants se posant immédiatement sur le dossier humide et déformé que je serrais fermement dans mes mains. Je me suis assise lourdement sur la chaise en bois, j'ai placé le dossier juste au centre absolu de notre table, et j'ai délibérément laissé les bords du carton, assombris par l'eau et abîmés, bien visibles pour tout le monde dans la pièce. J'ai remarqué qu'Harrison jetait un coup d'œil au dossier d'allure triste du coin de l'œil, son sourire arrogant s'élargissant d'une fraction de pouce. Il a probablement supposé qu'il était rempli de journaux intimes écrits à la main et larmoyants ou de vieilles photos de famille non pertinentes que j'allais utiliser pour implorer la sympathie. Il n'avait absolument aucune idée que le carton humide contenait une énorme mine terrestre légale prête à exploser. J'ai soigneusement ouvert la couverture juste assez pour vérifier que la copie certifiée était toujours parfaitement sèche à l'intérieur de sa pochette en plastique. Et puis je l'ai refermée, croisant mes mains froides et humides dessus. J'ai respiré l'odeur familière et tendue de la salle d'audience, un mélange de forte anxiété et de formalité rigide, et je suis resté parfaitement immobile, attendant l'entrée du juge. Le piège était parfaitement tendu, et ma famille incroyablement arrogante venait de s'y engouffrer, le menton haut. À exactement 9 heures, la lourde porte à côté du banc s'est ouverte, et le greffier de la cour a bruyamment appelé l'affaire, ordonnant à toute la salle de se lever. Le juge Barrett est entré, sa robe judiciaire noire balançant légèrement autour de ses chevilles alors qu'il montait les marches et prenait place derrière le banc de bois surélevé. C'était un monsieur âgé aux cheveux blancs épais et bien peignés et aux yeux incroyablement vifs et intelligents. Son regard ne contenait pas l'intensité ardente de la colère, mais plutôt le poids lourd et perçant qui ne vient que de 30 années solides passées assis dans cette chaise exacte, à écouter des gens désespérés mentir sous serment jour après jour. Il s'est installé dans son fauteuil en cuir, a ajusté ses lunettes de lecture et a jeté un coup d'œil au titre numérique de l'affaire affiché sur l'écran de son ordinateur. Puis il a regardé la salle d'audience silencieuse. Il a d'abord regardé la table de Morgan, observant son manteau immaculé et la posture confiante de Harrison. Puis son regard s'est délibérément déplacé vers ma table, puis il s'est arrêté. Ce n'était pas une pause dramatique et théâtrale conçue pour une scène de film. C'était le genre de silence soudain et absolu qui se produit lorsqu'une pensée complètement inattendue interrompt violemment une routine matinale bien rodée et ennuyeuse. Ses yeux se sont fixés directement sur mon visage. J'ai vu l'étincelle immédiate de reconnaissance s'allumer vivement dans son esprit. Il se souvenait parfaitement de moi de mes années de travail à seulement 3 portes de sa salle d'audience, courant constamment avec des dossiers vers son greffier. Sa bouche s'est légèrement ouverte de surprise authentique. Puis il l'a refermée rapidement, regardant de nouveau les documents devant lui pour confirmer mentalement le nom de famille figurant sur le dossier du défendeur. Lorsqu'il m'a regardé à nouveau, ses yeux se sont écarquillés juste une fraction de seconde, et il s'est penché légèrement plus près de son microphone de bureau. Il a murmuré une phrase qu'il n'a probablement pas réalisé que le microphone très sensible diffuserait dans toute la salle. Il a chuchoté, sa voix empreinte d'une incrédulité absolue, qu'il ne pouvait pas croire que c'était elle. Un silence lourd, suffocant et absolu a instantanément englouti toute la salle d'audience si nettement et complètement que l'on pouvait entendre distinctement quelqu'un au tout dernier rang déplacer sa chaise contre le sol en linoléum dur. Le sourire triomphant de Morgan a fléchi pour la toute première fois de la matinée. Elle a jeté un regard rapide et confus à Harrison, ses sourcils parfaitement épilés se froncèrent de profonde frustration. Le stylo coûteux d'Harrison a immédiatement cessé de bouger sur son bloc-notes juridique jaune. Le rire moqueur et bas de mon père s'est instantanément éteint dans sa gorge, et il s'est remué de façon extrêmement inconfortable sur son siège de la galerie.
Le juge Barrett s'est rapidement éclairci la gorge, effaçant avec force le choc de ses traits et reprenant une expression strictement neutre et professionnelle, effaçant avec succès toute trace visible de connexion personnelle. Il a regardé directement Harrison et lui a demandé, d'une voix calme et plate, s'il s'agissait d'un litige d'héritage standard. Harrison s'est levé en douceur de sa chaise, ajustant immédiatement sa coûteuse veste de costume, ajustant sa posture pour exuder une confiance absolue et inébranlable. Il a parlé d'une voix plate, presque ennuyée, exactement comme s'il lisait une liste de courses banales. Il a dit avec confiance au tribunal que l'affaire était incroyablement simple. Il a effrontément affirmé que la jeune petite fille du défunt, me désignant clairement, avait malicieusement manipulé une femme âgée et malade pendant ses derniers jours vulnérables. Et que sa cliente, Morgan, demandait simplement au tribunal d'attribuer légalement les actifs du domaine en conséquence afin que la famille puisse enfin guérir et passer à autre chose. Il a fait en sorte que cela paraisse si incroyablement routinier, dépeignant un tableau où j'étais une criminelle calculatrice et ils étaient les victimes innocentes profondément lésées. Pendant qu'Harrison parlait au juge, Morgan s'est penchée subtilement sur l'allée vers moi. Sa voix était un sifflement bas, incroyablement aigu et dégoulinant de venin. Elle m'a dit de simplement signer les papiers et d'arrêter de me ridiculiser devant un juge. Je n'ai pas tourné la tête pour la reconnaître. Je n'ai pas regardé son beau, cruel et furieux visage. J'ai gardé mes yeux entièrement fixés sur le juge Barrett, assise parfaitement immobile, mes mains froides posées sur mon dossier humide. Je savais avec une certitude absolue que dans quelques courtes minutes, le mot simple allait complètement et définitivement disparaître du vaste vocabulaire d'Harrison, et ma famille allait enfin faire face au mur de la réalité. Quand Harrison s'est finalement assis, l'air incroyablement satisfait de sa propre performance, les yeux du juge Barrett ont glissé de mon côté de l'allée. Il m'a regardé directement et m'a demandé si j'avais un avocat présent pour cette audience. Je me suis levée lentement, m'assurant que ma voix était calme et stable, et j'ai déclaré que oui. J'ai fait un geste vers Diana, qui était assise tranquillement à mes côtés. Diana s'est levée brièvement, s'est présentée formellement pour le procès-verbal, puis a pris sa place au pupitre en bois. Sa voix contrastait fortement avec la prestation théâtrale d'Harrison. Elle était calme, simple et entièrement dépourvue de tout drame bon marché. Elle n'a pas fait de grands discours et n'a pas insulté ma famille. Elle a simplement levé les yeux vers le banc et a déclaré que cette affaire n'était pas simple du tout, votre honneur. Elle a dit au juge qu'avant même de pouvoir discuter de toute distribution du domaine, le tribunal avait désespérément besoin de voir ce qui avait été officiellement enregistré dans le système du comté hier encore. J'ai entendu Harrison ricaner doucement de son côté de la pièce. Il s'est appuyé sur son coûteux fauteuil en cuir, a secoué la tête avec condescendance et a murmuré assez fort pour que le premier rang entende que c'était une salle d'audience de succession, pas un endroit pour les litiges immobiliers. Diana l'a complètement ignoré. Elle lui a tourné le dos, a fouillé dans mon dossier en carton humide et a soigneusement sorti un seul document protégé dans une pochette en plastique transparente. Elle l'a délibérément apporté au greffier de la cour. Le greffier a pris le papier à deux mains, le traitant comme s'il importait vraiment. Il a jeté un coup d'œil à l'entête officielle en haut, puis ses yeux ont parcouru le tampon près du coin inférieur droit. Ses sourcils se sont significativement levés de surprise, et sans dire un seul mot, il s'est levé et a placé le document directement devant le juge Barrett. Le juge l'a pris, lisant la première ligne en premier, puis il a examiné le cachet d'enregistrement. Il a immédiatement reconnu que ce n'était pas une photocopie bon marché, ni quelque chose que ma sœur prétendait simplement posséder. C'était une copie certifiée conforme. C'était exactement le genre de document juridique indéniable qui porte un sceau de comté en relief, le genre que l'on peut réellement sentir sous son pouce. La salle d'audience est devenue entièrement, terrifiante, silencieuse. Le juge n'a pas parlé tout de suite. Il a lu la page entière une fois, puis il a recommencé par le haut et l'a relu, beaucoup plus lentement cette fois. Le silence pesant dans la pièce est devenu absolument suffocant. Le sourire moqueur et confiant de Morgan a complètement disparu de son visage. Elle s'est assise beaucoup plus droite sur sa chaise, ses yeux fixés de manière obsessive sur cette seule page dans la main du juge,
regardant exactement comme si elle voulait utiliser son regard pour brûler le papier et le faire retourner dans le dossier humide. Le juge Barrett a finalement levé les yeux du banc, son visage complètement illisible. Harrison s'est levé à nouveau, beaucoup trop vite cette fois, sa chaise raclant bruyamment sur le plancher. Il a bégayé légèrement, pointant un doigt, et a déclaré que le document était un acte et que par conséquent, il était complètement sans rapport avec les procédures de succession actuelles. La voix de Diana est restée inébranlable alors qu'elle ripostait. Elle a calmement expliqué au tribunal qu'il s'agissait du principal actif du domaine et qu'il avait été entièrement transféré hors du domaine par un document qui avait été enregistré quelques heures avant cette audience même. Elle a fermement déclaré que c'était directement lié à tout ce que nous faisions ici. Un halètement collectif a semblé se coincer dans la galerie. Le visage de mon père s'est dangereusement crispé, la suffisance s'étant complètement évaporée de ses traits. Ma mère a finalement tourné la tête et m'a regardé directement, et ses yeux n'ont montré aucune trace de choc ou de trahison. Ils n'ont montré qu'une pure et simple agacement, me regardant exactement comme si j'avais négligemment gâché le timing parfait de leur plan élaboré. Le juge Barrett a ignoré l'agitation à la table du demandeur. Il a légèrement levé la page vers le bureau du greffier et a demandé d'un ton plat et exigeant si le document était officiellement certifié. Le greffier a hoché la tête avec emphase et a répondu « Oui, votre honneur », confirmant à voix haute qu'il portait le sceau de certification officielle du registraire du comté. Le piège s'était officiellement refermé, et ma famille était au centre de celui-ci. Le juge Barrett a posé fermement l'acte certifié sur son bureau et a regardé directement ma sœur. Il l'a appelée formellement Mademoiselle Henderson, et a clairement indiqué qu'il la visait elle cette fois, pas moi. Il lui a demandé, sa voix dépourvue de toute chaleur, si elle avait personnellement fait enregistrer ce document spécifique dans le système du comté. Morgan a cligné des yeux fortement, la panique apparaissant soudainement dans ses yeux parfaitement maquillés, et elle a forcé un sourire tendu et fragile. Elle a bégayé que son avocat s'occupait de tous les documents familiaux, et elle a insisté sur le fait que tout était entièrement en ordre. Harrison a dégluti difficilement, transpirant visiblement sous les lumières du tribunal, et s'est rapidement interposé pour dire qu'il pouvait tout expliquer, votre honneur. Le juge Barrett a simplement levé une main, un commandement silencieux et absolu pour qu'Harrison ferme la bouche. Puis le juge a de nouveau baissé les yeux sur mon dossier en carton humide et déformé posé sur la table. Il a regardé la façon dont les bords avaient été serrés et abîmés par la forte tempête de pluie matinale, et ses yeux perçants se sont légèrement rétrécis, exactement comme un homme qui avait enfin compris précisément pourquoi j'étais entré dans sa salle d'audience complètement trempé. Il savait que je n'étais pas venu ici pour discuter des sentiments familiaux ou pour implorer la sympathie. J'étais venu pour arrêter un vol financier massif qui était déjà en cours. Il s'est penché près de son microphone, sa voix tombant soudainement dans un registre très contrôlé et dangereux. Il a ordonné au greffier de sortir les détails d'enregistrement numérique et les informations spécifiques du notaire associé à ce dépôt exact, et il a exigé que cela soit fait tout de suite. Les doigts du greffier ont commencé à voler frénétiquement sur son clavier, le cliquetis rapide résonnant bruyamment dans la pièce tendue. Et à ce moment exact, les lourdes portes en bois de la salle d'audience située derrière la galerie se sont ouvertes. Un homme est entré, apportant avec lui un courant d'air froid du couloir. Il portait un costume sombre qui semblait n'avoir jamais connu un moment confortable sur un banc de salle d'audience. Un badge doré brillant était solidement attaché à sa ceinture en cuir, et il tenait un dossier manille très mince dans sa main. Il ne s'est pas arrêté pour regarder autour de la pièce comme un visiteur perdu ou un membre curieux du public. Il a marché avec une détermination absolument terrifiante directement dans l'allée centrale, dépassant entièrement la galerie et se dirigeant directement vers le bureau du greffier. Il a remis le mince dossier et a montré son badge juste assez longtemps pour que l'huissier armé cesse immédiatement de se diriger vers lui. L'homme ne s'est pas assis. Il a simplement attendu là, ses mains parfaitement vides, sa posture entièrement immobile, ressemblant exactement à un professionnel qui avait exécuté cette manœuvre précise dans une douzaine de salles d'audience calmes auparavant. L'avocat de Morgan s'est penché frénétiquement vers elle et a commencé à lui murmurer des phrases rapides et paniquées à l'oreille.
Le visage de Morgane s'est crispé d'une terreur absolue, mais elle a obstinément gardé le menton haut, essayant désespérément d'utiliser sa fausse confiance comme armure physique. Le juge Barrett a jeté un coup d'œil au nouveau dossier que l'homme avait présenté, puis a levé les yeux. Il a ordonné à l'homme de s'identifier pour le procès-verbal officiel. L'homme a répondu d'une voix calme et grave qu'il était l'enquêteur Duncan, travaillant pour la division des crimes financiers du procureur de district du comté. L'atmosphère entière de la pièce a complètement changé sans que personne n'élève la voix. Harrison a commencé à se lever, le visage pâle, mais le juge Barrett a de nouveau levé la main, forçant l'avocat à se rasseoir. Le juge a demandé à Duncan pourquoi il était présent dans une salle d'audience de succession. Duncan a calmement regardé le greffier et a déclaré que le tribunal avait demandé une vérification sur un acte enregistré hier encore, qui était lié à une affaire de succession active. Duncan a ensuite porté le coup dévastateur, déclarant qu'il était ici parce que cette demande d'enregistrement spécifique avait immédiatement déclenché un drapeau de fraude existant dans le système du comté. Derrière moi dans la galerie, mon père s'est violemment agité sur son siège. Trouvant soudainement les dalles de plafond incroyablement intéressantes, faisant tout ce qu'il pouvait pour éviter de croiser le regard de quiconque. Les lèvres de ma mère se sont serrées en une ligne fine et terrifiée. Le ton du juge Barrett est resté complètement plat alors qu'il demandait des éclaircissements concernant le drapeau existant. Duncan a calmement ouvert son mince dossier et a glissé une seule feuille de papier accablante sur le bureau du greffier. Il a annoncé qu'il s'agissait d'une alerte officielle de fraude à l'enregistrement et il a clairement déclaré que le notaire public spécifique qui avait tamponné cet acte nouvellement enregistré faisait l'objet d'un examen criminel actif depuis un certain temps. Tout le plan élaboré par ma famille s'effondrait sous leurs yeux. Le greffier a pris la feuille de papier très soigneusement, comme si elle pouvait prendre feu, et l'a placée directement devant le juge Barrett. Je ne pouvais pas voir toutes les lignes de texte de là où j'étais assise à la table du défendeur, mais je pouvais clairement voir les parties importantes. L'entête officielle du comté, un numéro de référence rouge en gras et un cachet de date frais. L'enquêteur Duncan ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté, sa voix ferme et implacable, qu'il possédait également le statut officiel de la commission d'état du notaire. Il a sorti une deuxième page de son dossier. Elle avait l'air incroyablement simple, officielle et absolument ennuyeuse, de la manière exacte qui met fin définitivement aux arguments juridiques. Et il l'a remise au greffier. Les yeux du juge Barrett se sont déplacés lentement de gauche à droite alors qu'il lisait le document. Puis il a levé les yeux, ses mouvements délibérés et terrifiants de lenteur, et il a posé à Harrison une question qui semblait simple, mais portait le poids d'un train de marchandises. Il a demandé au conseil si son client avait intentionnellement déposé un acte immobilier qui avait été officiellement notarié par quelqu'un dont la commission d'État n'était pas actuellement active. Le visage d'Harrison est instantanément devenu un ton plus clair, le sang se vidant complètement de ses joues. Il a commencé à bégayer une défense, s'est arrêté au milieu de la phrase et a désespérément essayé de recalibrer son approche. Il a affirmé avec un tremblement notable dans la voix qu'il s'était complètement fié à la représentation professionnelle du notaire, et il a suggéré que s'il y avait simplement un problème administratif, il pourrait le résoudre. Le juge Barrett l'a complètement coupé, sa voix maintenant son volume terrifiant et contrôlé. Le juge a déclaré que ce n'était absolument pas un simple problème administratif si la commission d'un notaire était expirée. Il a fermement déclaré que cela signifiait que tout le processus de notarisation pouvait être complètement invalide. Le faux sourire confiant de Morgane a désespérément essayé de revenir sur son visage, mais a échoué lamentablement. Elle s'est penchée agressivement vers Harrison, lui murmurant férocement de simplement arranger ça. Mais l'enquêteur Duncan a de nouveau parlé, son calme étant totalement intact. Il a annoncé au tribunal qu'il y avait encore plus de preuves. Le regard intense du juge Barrett n'a pas quitté l'enquêteur une seule seconde alors qu'il lui ordonnait de continuer. Duncan a de nouveau ouvert son dossier manille et a produit une troisième page. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un formulaire de demande de journal de notaire standard, le genre spécifique de paperasse bureaucratique que personne dans le grand public ne comprend vraiment avant qu'elle ne ruine complètement sa vie. Il a déclaré que son bureau avait légalement demandé l'entrée de journal spécifique lié à cette signature exacte.
Il a fait une légère pause, laissant la tension monter avant de révéler que la réponse qu'ils avaient reçue du notaire était complètement incomplète. La plume coûteuse d'Harrison a même glissé de ses doigts moites. Il a réussi à la rattraper juste avant qu'elle ne touche la table en bois, mais le mouvement frénétique et paniqué était plus que suffisant. Le juge Barrett l'a remarqué instantanément. Le juge a demandé à Duncan de définir clairement ce que le mot incomplet signifiait dans ce contexte. Duncan a maintenu son ton professionnel strict. Il a expliqué que cela signifiait qu'il n'y avait absolument aucune entrée correspondante dans le journal pour la date et l'heure spécifiques énumérées sur l'acte enregistré ou que les détails spécifiques ne correspondaient pas à la réalité. Morgan était incroyablement immobile maintenant. Ce n'était pas son immobilité habituelle, suffisante et arrogante. C'était l'immobilité prudente et terrifiée d'un animal piégé. Le juge Barrett a ordonné au greffier de lire à haute voix le cachet d'enregistrement exact pour le procès-verbal officiel. La voix du greffier est restée stable alors qu'il lisait le nom du comté, la date, l'heure précise et le long numéro d'enregistrement. Puis, le juge Barrett a tourné son regard perçant directement vers ma sœur. Il l'a de nouveau appelée Mademoiselle Henderson, s'assurant qu'elle savait qu'il n'y avait plus nulle part où se cacher. Il lui a demandé exactement où elle se trouvait physiquement lorsque cet acte frauduleux avait été signé. Morgan a cligné des yeux 2 fois, complètement prise au dépourvu. Elle a menti, affirmant qu'elle était chez notre mère. Le juge n'a montré absolument aucune réaction à ces paroles. Il a simplement exigé de savoir l'heure exacte. Morgan a hésité, et cette minuscule pause a suffi pour qu'elle se pende elle-même. Elle a deviné, affirmant que c'était quelque part dans l'après-midi. La patience du juge s'est visiblement amincie alors qu'il lui a froidement rappelé que l'après-midi n'est pas une heure spécifique, et a exigé une heure exacte. Harrison a désespérément sauté pour l'excuser, affirmant que sa cliente était sous un immense stress émotionnel. Le juge l'a immédiatement fait taire, rappelant à tout le monde dans la salle qu'elle était actuellement sous serment. Morgan a dégluti difficilement et a de nouveau deviné, disant que cela s'était produit vers 15 heures. Duncan a négligemment tourné une page dans son dossier sans même lever les yeux et a calmement annoncé que l'acte officiel indiquait l'heure exacte de la notarisation comme 11h16 du matin. La tête de Morgan a violemment basculé vers l'enquêteur. Elle a désespérément lâché que la chronologie n'était pas vraie, sa voix montant de panique. La voix du juge Barrett s'est instantanément durcie. Elle n'est pas devenue plus forte, mais la dureté de ses mots est devenue exponentiellement plus aiguë. Il lui a explicitement ordonné de simplement répondre à la question exacte qu'on lui posait sans ajouter de commentaires. Les joues de Morgan ont rougi d'un cramoisi profond et embarrassé. Elle a reculé furieusement, affirmant qu'elle ne se souvenait tout simplement pas de l'heure exacte de la journée parce que cela avait été si chaotique. Je n'ai pas bougé un seul muscle à ma table. J'ai absolument refusé de me retourner et de regarder mes parents dans la galerie. J'ai juste gardé mes mains froides fermement croisées sur mon dossier en carton humide, savourant le moment parce que c'était la seule chose spécifique que ma famille avait toujours absolument détestée, la spécificité. Le juge Barrett a brusquement détourné son intense attention de Morgan et a tourné sa colère sur Harrison. Il a exigé de savoir exactement qui avait préparé l'acte frauduleux. Harrison s'est tortillé dans son costume coûteux, regardant partout sauf le banc et a finalement admis que son cabinet d'avocats avait aidé avec les documents nécessaires à la demande directe de la famille. Le juge a insisté, exigeant de savoir exactement de quelle demande il parlait. Harrison a tranquillement admis que c'était la demande de sa cliente, désignant faiblement Morgan. Il a ensuite désespérément essayé d'arranger la situation, affirmant que cela avait été fait avec la claire compréhension que le défunt avait pleinement l'intention de corriger une distribution d'actifs prétendument injuste. Le juge Barrett s'est légèrement penché en arrière dans son fauteuil en cuir, traitant l'audace pure de la déclaration de l'avocat. Il a résumé la situation à voix haute, demandant à Harrison s'il disait réellement à ce tribunal que, alors qu'une affaire de succession très contestée était activement en cours, sa cliente avait secrètement enregistré un acte conçu pour transférer le principal actif le plus précieux du domaine entièrement hors du contrôle du domaine. Morgan a obstinément levé le menton, s'accrochant à ses illusions, et a bruyamment déclaré que notre grand-mère l'avait voulu ainsi.
Je l'ai simplement regardé dire ces mots, réalisant qu'elle croyait vraiment que si elle continuait à répéter un mensonge assez fort, il se transformerait d'une manière ou d'une autre magiquement en vérité. Le juge Barrett a regardé la copie certifiée conforme de l'acte posé sur son bureau, puis a regardé l'enquêteur Duncan. Il a demandé à l'enquêteur exactement ce que le bureau du procureur de district demandait légalement aujourd'hui. La réponse de Duncan a été incroyablement nette, professionnelle et absolument terrifiante dans sa simplicité absolue. Il a déclaré qu'il demandait officiellement une ordonnance de conservation complète. Il a exigé la conservation légale immédiate de tous les appareils personnels, courriels, brouillons de documents et toutes les communications textuelles liées à la création de l'acte et à la coordination avec le notaire suspendu. De plus, il a demandé au tribunal de mettre immédiatement en place une stricte interdiction légale de tout transfert, vente ou charge financière supplémentaire de la propriété pendant que son bureau vérifiait l'authenticité des documents. Harrison a complètement sauté de sa chaise maintenant, son visage un masque de panique authentique. Il a pratiquement crié que cela se transformait rapidement en affaire criminelle et a soutenu agressivement que de telles ordonnances étaient entièrement hors de la juridiction d'une audience de succession. Le juge Barrett l'a coupé instantanément d'un petit mouvement de tête dédaigneux. Le juge a froidement déclaré que non, c'était toujours entièrement son affaire de succession, et il a catégoriquement refusé de permettre qu'un domaine actif soit illégalement vidé et vendu pendant qu'ils restaient tous assis à faire semblant que c'était un simple désaccord familial. Il s'est immédiatement tourné vers son greffier et a commencé à donner des ordres rapides. Il a ordonné un sursis légal temporaire sur toute distribution d'actifs et a émis une ordonnance immédiate maintenant le statut exact actuel de la propriété physique. Il a ensuite regardé directement Morgan, croisant les yeux avec elle. Il a exposé les restrictions avec une clarté brutale, absolument aucune vente, aucun prêt bancaire, aucun transfert de titres, et aucun nouveau dépôt public. Pas avant que son tribunal ne dise explicitement le contraire. Les lèvres de Morgan se sont séparées sous le choc alors qu'elle essayait d'argumenter, disant le mot mais. Le juge a complètement ignoré son interruption et a ajouté une dernière stipulation écrasante. Il a ordonné à sa partie de remettre les coordonnées complètes du notaire suspendu et de remettre toutes les communications qu'ils avaient eues avec elle avant la fin de la journée. Il les a explicitement avertis que si un seul message texte ou email était miraculeusement supprimé, il supposerait immédiatement qu'il avait été détruit pour une raison hautement criminelle. Le piège ne s'était pas seulement refermé, il s'était verrouillé de façon permanente. Derrière Morgan, j'ai entendu le bruit distinct de mon père se déplaçant lourdement sur le banc en bois de la galerie. Il avait l'air soudainement et profondément mal à l'aise avec la réalité terrifiante de la façon dont les hypothèses légales fonctionnent réellement une fois qu'elles sont écrites de façon permanente dans une ordonnance officielle du tribunal. Les yeux terrifiés de ma mère ont balayé frénétiquement Harrison, le regardant exactement comme si elle s'attendait désespérément à ce qu'il agite une baguette magique et inverse le temps lui-même. Le juge Barrett m'a ensuite regardé brièvement et sa voix sévère s'est adoucie juste assez pour paraître quelque peu humaine pour la première fois de la matinée. Il m'a appelé par mon nom et a clairement déclaré pour le procès-verbal qu'il me reconnaissait. Il a dit qu'il n'avait pas oublié la manière très méticuleuse dont je traitais les dossiers juridiques complexes lorsque je travaillais dans le couloir de ce même bâtiment. La tête de Morgan a violemment basculé vers moi, ses yeux écarquillés d'un choc absolument authentique, car elle n'avait absolument aucune idée de cette partie de ma vie. Elle ne savait pas que j'avais passé 2 années épuisantes assise à seulement 3 portes de cette même salle d'audience en tant que commis aux archives. Elle ne savait pas que j'avais passé d'innombrables heures à regarder tranquillement des personnes arrogantes essayer de gagner leurs affaires en agissant simplement bruyamment et en faisant des crises de colère. Elles n'ont jamais battu la piste papier. Le juge Barrett a rapidement ramené son attention sur l'enquêteur Duncan. Il a demandé à l'enquêteur à quelle vitesse son service pouvait confirmer de manière définitive si l'acte enregistré était authentique ou entièrement frauduleux. Duncan n'a pas hésité une seule seconde. Il a déclaré avec confiance que son équipe pouvait commencer à exécuter des mandats sur leurs appareils numériques aujourd'hui et qu'il vérifierait immédiatement la piste physique du notaire. Le juge a hoché la tête une fois en signe d'approbation, puis a reporté son regard imposant sur Harrison.
Il s'est adressé à l'avocat, sa voix incroyablement basse et dangereuse, déclarant que s'il s'avérait finalement que ce dépôt spécifique était effectivement frauduleux, Harrison comprenait parfaitement que le tribunal renverrait officiellement sa conduite à l'ordre des avocats de l'État. Harrison a dégluti si fort que cela a semblé douloureux. Il a réussi un faible accord, murmurant « Oui, votre honneur ». Morgan, cependant, était complètement déchaîné à ce stade. Sa voix est sortie tendue et furieuse alors qu'elle criait au banc, exigeant de savoir si le juge allait simplement croire aveuglément mon histoire. Le juge Barrett l'a regardé, absolument impassible, insensible à sa manipulation. Il lui a dit froidement qu'il ne croirait exactement que ce qu'elle pouvait légalement prouver avec des preuves. L'imprimante industrielle du greffier, située juste derrière le lourd banc en bois, a pris vie, crachant bruyamment une seule page fraîchement imprimée. Le greffier a pris le papier chaud, a scanné le texte incroyablement rapidement, et toute son expression faciale a complètement changé. Il a remis le document au juge sans dire un seul mot. Le juge Barrett n'a lu qu'une seule ligne de texte, puis a lentement levé les yeux vers Harrison, et son ton est devenu dangereusement, terrifiant, calme. Il a annoncé à la pièce silencieuse que la commission d'état du notaire n'était pas simplement expirée en raison d'un paiement de renouvellement manqué. Il a clairement déclaré qu'elle était formellement suspendue. Harrison est devenu mortellement pâle, et pendant un long et agonisant moment, absolument personne dans toute la salle d'audience n'a parlé. Ce n'était pas seulement parce que nous étions tous stupéfaits. C'était parce que le mot juridique spécifique suspendu ne laissait absolument aucune place à un avocat pour faire tourner un récit positif. Harrison est resté debout à sa table, mais ses épaules ont visiblement baissé d'un demi-pouce, comme si son corps physique comprenait enfin ce que sa bouche désespérée essayait encore de nier. La façade était entièrement détruite. Exactement 10 jours ouvrables plus tard, nous sommes tous revenus pour l'audience de preuve prévue. L'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience 3B était radicalement différente avant même que le greffier n'appelle officiellement le numéro de l'affaire. Il n'y avait absolument aucun sourire arrogant cette fois-ci. Il n'y avait pas de rire théâtral depuis le couloir. Il n'y avait absolument aucun chuchotement désagréable. Il y avait juste la présence lourde et indéniable de documents juridiques. Morgan s'est présentée avec une toute nouvelle posture. Elle était incroyablement plus raide sur sa chaise et elle était beaucoup plus silencieuse. Elle ressemblait exactement à une actrice amateur à qui son réalisateur avait finalement fermement ordonné d'arrêter de jouer. Harrison avait l'air épuisé, arborant de profonds cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi une seule heure en une semaine. Le juge Barrett a ouvert l'audience sans perdre de temps en drame. Il a déclaré sans ambages qu'il ne s'agissait pas d'une pièce de théâtre moralisatrice, mais plutôt d'une cour d'archives et a ordonné au conseil de procéder. Diana s'est levée calmement et a remis au greffier de la cour 3 preuves dévastatrices et irréfutables. Chaque document spécifique était incroyablement simple à expliquer en une seule phrase. Premièrement, elle a présenté la certification officielle du registraire du comté détaillant la saisie d'urgence qui était attachée de façon permanente au registre immobilier physique, prouvant que l'acte ne pourrait jamais être utilisé comme levier financier. Deuxièmement, elle a fourni le statut de la commission du notaire de l'État, montrant clairement que la suspension officielle était intervenue des mois avant la signature. Troisièmement, elle a introduit la réponse explosive du journal du notaire, qui prouvait explicitement que le nom du signataire physique était officiellement Morgan, et non ma grand-mère. L'enquêteur Duncan a été appelé à la barre très brièvement, sautant complètement les théâtralités et fournissant simplement une base juridique solide. Il a témoigné sous serment sur la seule chose spécifique qui importait le plus au juge. Il a précisé que l'alerte de fraude du comté n'avait absolument pas été déclenchée par une plainte que j'avais déposée. Elle a été automatiquement déclenchée par le statut suspendu du notaire et le schéma d'enregistrement très suspect. Le système numérique automatisé avait signalé l'acte frauduleux bien avant qu'Harrison ne puisse même tenter de l'expliquer par une fausse excuse d'erreur administrative. Diana a ensuite demandé la permission de présenter une dernière pièce à conviction. Le juge l'a immédiatement accordée. C'était une seule image fixe haute résolution. Ce n'étaient pas des images granuleuses et douteuses.
C'était une capture d'écran parfaitement nette et indéniable prise directement de la caméra de sécurité intérieure du magasin d'expédition, portant un horodatage numérique précis à la minute près. L'image montrait clairement une femme vêtue d'un manteau beige coûteux et très ajusté, se tenant au comptoir du service client, tenant sa carte de crédit à la main, signant physiquement un presse-papier. Posé clairement sur le comptoir juste à côté d'elle se trouvait le kit de tampons de notaire physique. C'était Morgane prise en flagrant délit. Le juge Barrett n'a pas eu besoin de crier. Il s'est simplement penché en avant sur son lourd banc en bois et a formellement déclaré que l'acte frauduleux était complètement nul. Il a bruyamment ordonné que des mesures correctives immédiates et radicales soient prises auprès du bureau du registraire du comté pour annuler définitivement l'enregistrement illégal et rétablir entièrement la chaîne légale de titres au domaine. Il a également infligé à Morgane une ordonnance lui accordant le paiement de tous mes honoraires d'avocat à ses frais. Enfin, il a formellement renvoyé l'affaire entière au procureur de district pour poursuite pénale. Exactement 2 semaines plus tard, je me tenais tranquillement au comptoir principal du registraire du comté, tenant dans mes mains froides une copie certifiée et estampillée de l'ordonnance finale signée du juge. Il n'y a pas eu de discours dramatique, et il n'y avait pas de musique de fond cinématographique. Il y avait juste une greffière de comté fatiguée qui a scanné mon document, l'a lourdement estampillé et a formellement noté l'enregistrement annulé dans le système numérique permanent. J'ai conduit directement à la maison de grand-mère Evelyne le même après-midi. Je n'ai pas fêté. J'ai simplement embauché un serrurier professionnel et j'ai complètement remplacé toutes les serrures extérieures de la maison. J'ai regardé l'homme installer le tout nouveau matériel et taper les nouveaux codes d'accès numérique. Alors que je me tenais seul dans l'embrasure de la porte tranquille, respirant l'odeur de lavande et de vieux bois, je me suis permis de ressentir une phrase complètement honnête et sans fard. J'ai réalisé avec une clarté absolue que je ne voulais pas réellement de sang ou de vengeance. Je voulais juste désespérément que le tourment cesse définitivement.